En 1486, les dominicains Heinrich Kramer et Jacques Sprenger rédigèrent le Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières. Ils y expliquent la nature de la sorcellerie et comment organiser la capture, le procès, la détention et l'élimination des sorcières. Ils y affirment que les femmes, à cause de leur faiblesse et de l'infériorité de leur intelligence, seraient par nature prédisposées à céder aux tentations de Satan. Cet ouvrage sera grandement utilisé lors de la chasse aux sorcières en Europe qui débuta au XVe siècle. C'est en 1582 que la chasse commença à Bergheim avec son premier procès de sorcellerie. Ces procès perdurèrent jusqu'en 1683, condamnant des dizaines de femmes à mourir sur le bûcher. Sicut umbra fugit vita, comme une ombre fuit la vie. Où et quand, Emma, née la ville de Bergheim? Où on se trouve? Déjà, Bergheim, elle est située à la limite entre la Haute-Alsace et la Basse-Alsace. Okay. Et au départ, c'est une cité médiévale. Et alors, ils ont fait des fouilles archéologiques et qui ont pu prouver qu'apparemment, depuis la préhistoire déjà, il y a eu des gens qui s'étaient établis ici. Et en 1848, on a découvert une mosaïque qui permet de montrer qu'il y a eu une civilisation gallo-romaine qui s'était établie ici. Mais du coup, c'est à la fin de la domination de Rome, donc après l'an 700 et les invasions barbares, que Bergheim va devenir une cité pour la première fois. Et elle va changer plusieurs fois de fief et de seigneur avant d'appartenir au fief des ducs de Lorraine dans la maison des Ribeaupierre au cours du XIIIe siècle. C'est quoi un fief déjà? Un fief, c'est un domaine qui est concédé par le seigneur à son vassal en contrepartie de certains services. Donc le seigneur il va donner du coup cette partie, donc du coup Bergheim a un de ses vassals, donc à quelqu'un qui en échange va lui donner de l'argent ou d'autres choses en fait. C'est un échange de services quoi. Okay. Et sauf que du coup en 1287, la cité sera incendiée lors de la guerre des successions des Ribeaupierre. Et du coup après ça, Henri de Ribeaupierre va décider de fortifier la ville. Enfin la cité de Bergheim parce qu'elle n'était pas encore ville. Et ça il fait les fortifications en 1312. Et c'est peu de temps après cela qu'elle va être érigée au rang de ville et qu'elle passera après dans les mains des archiducs d'Autriche. Et du coup, après elle passe dans les mains des archiducs d'Autriche, et ces ducs ils vont donner à la ville des droits et des privilèges considérables en reconnaissance d'importants témoignages de fidélité de la part des habitants. Ils se sont dit les habitants, ils sont sympas, ils sont gentils avec nous, on va leur donner des privilèges du coup, parce que voilà, c'est en échange. Et après ça, la ville va être rachetée et elle sera cédée aux évêques de Strasbourg. Et qu'impliquent du coup les privilèges et ils ont donné, comment ça se passe en fait? Parce que déjà, donc de base, en fait, c'est pas une ville libre à proprement parler, Bergheim. Mais ça veut dire quoi une ville libre? Une ville libre, c'est-à-dire qu'elle a son propre gouvernement, ses propres lois, et qu'elle n'a pas les mêmes obligations face à l'Empire. Elle n'est pas obligée de fournir des hommes et de l'argent et tout à l'Empire parce qu'elle est libre. Et Bergheim, elle ne l'était pas, mais les privilèges qu'elle va avoir, elle sera presque comme une ville libre. Du coup, dans ces privilèges, on a le droit de monnaie. Donc ça veut dire qu'ils ont le droit de fabriquer leurs propres pièces, d'avoir leur propre monnaie à eux. Ok. Mais local en fait. Oui, voilà. Comme ce qu'on retrouve. C'est ça. Enfin, ils peuvent frapper leurs propres pièces. Ils sont pas obligés de, parce que tout est lié à l'Empire en fait. Donc ils peuvent faire ça pour la ville en elle-même. Il y a le droit de juridiction de ces magistrats. Donc ça veut dire que la loi peut être faite par les magistrats de la ville et non par la loi de l'Empire. Donc si tu as des magistrats qui sont à Bergheim, ils diront nous on fait cette loi-là parce qu'on a le droit, en fait, on a le privilège de pouvoir le faire. Et on a ensuite le droit d'asile. Donc ça veut dire qu'il y a une personne qui peut trouver refuge dans la ville. Et alors à Bergheim, ça a pris un peu une grande ampleur le droit d'asile. Il existait ailleurs en Alsace, mais alors ici, ça a pris une ampleur. C'est le centre d'accueil de l'Alsace. C'est exactement ça. Entre 1530 et 1664, il y a eu 752 individus qui se présentèrent aux portes de la ville pour demander asile. Dont tu avais des débiteurs insolvables, des auteurs d'homicides, de blessures, enfin voilà, plein de gens qui demandaient asile. Et sur ces 752 individus, il y en a 744 qui ont été accueillis favorables. Donc presque tous en fait. Les autres c'était des meurtriers genre... En fait, pour être admis, il fallait que le délit soit excusable et sans préméditation. Donc t'as tué quelqu'un mais c'est pas préméditation. C'est un accident. Ça passe, voilà. Si tu l'aimais pas, peut-être, allez, ok, ça peut passer. Mais quand même, 744, 752, je sais pas ce qu'ils ont fait les mythos. Ça devait être la fête ici, dans le village. Oui. Et après, au XVe siècle, Bergheim il aura un autre privilège, qui c'est le droit de creuser un fossé entre la Haute et la Basse Alsace.
fortifier les abords et de prélever un péage. Vu qu'il est à la limite, que la ville était à la limite, et ben en fait on décide de fortifier et de créer un péage. Donc tu passes par Bergheim, t'es là, vas-y, donne-moi de l'argent. Vu que c'est un peu un passage en fait entre les deux, c'était déjà fortifié pour se protéger. Douane, quoi. C'est comme une douane en fait. Fortifié pour se protéger, et puis après au passage, écoute, si on peut avoir de l'argent, c'est pas mal. Et après, il s'est passé plein de choses. La ville a été assiégée plusieurs fois. Plusieurs fois, il y a eu une résistance inattendue où les envahisseurs n'ont pas pu en fait investir la ville. Puis il y a eu la guerre des paysans qui a fait beaucoup de destruction. Et pendant la guerre de 30 ans, là, les Suédois l'ont assiégée et la ville du coup a ouvert la porte aux Suédois. Et après cette guerre, il restait moins de 20 habitants de la bourgeoisie. Donc la bourgeoisie de Bergheim n'avait plus rien après la guerre des 30 ans. Ils sont tous cassés, ils sont tous morts. C'est ça. Quand on s'est garé, la rue sur laquelle on s'est garé, ça s'appelait la rue des Remparts. Et du coup, justement, on a vu un mur qui avait l'air quand même bien ancien. Est-ce que c'est ça les vrais remparts? Et si c'est ça, est-ce qu'il y a d'autres pépites architecturales dans Bergheim? Oui, déjà, les remparts, comme dit, c'est ce qui a été construit par Henri de Ribeaupierre quand après que la cité était incendiée, il a voulu la fortifier. Donc en 1312, il a décidé de faire construire des remparts. Et du coup, ça a été ça entoure toute la ville. Après, la famille des Ribeaupierre va céder la ville aux Habsbourg, qui vont la conserver jusqu'au traité de Westphalie, donc c'est le moment où l'Alsace est devenue française, et où la ville d'ailleurs va revenir au roi de France, du coup c'est ça. Mais que la fortification, elle est toujours là, et c'est surtout qu'elle est, ce qui est étonnant, c'est qu'elle est en superbe état de conservation, c'est-à-dire que tu vois encore le rempart. Il y a la double enceinte que tu peux encore bien voir. Sur toute la longueur, même là où on s'est garé, tu as vraiment une belle longueur de rempart. Et il y a aussi la totalité de ces tours flanquantes. Et il y a une tour porte sur les 3 qui subsistent. Bon, on est passé par là. Donc, avec les belles tuiles. Voilà. Du coup, ça montre bien le côté cité médiévale, pour le coup. Oui, ça, on le sent bien. On le sent bien en Alsace déjà de base, mais là, on le sent bien avec les remparts. Et du coup, pour les autres pépites architecturales, il y a l'église. Bon, on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle a été construite, mais elle devrait remonter à la période gothique, donc entre 1320 et 1347. Un peu comme la cathédrale de Strasbourg, du coup, finalement. Voilà, parce que c'est l'aspect, à cause de l'aspect gothique, on se dit ça va être par là. Après, il y a eu des modifications qui ont été faites sur la nef, qui a actuellement les transformations, elles se faites en 1718. Et après, elle a une chapelle qui a été ajoutée après. Et la sacristie sud de style néo-gothique, elle date de la fin du 19e siècle. Donc il y a des bouts qui ont été ajoutés un peu après, mais de base, elle a été construite première moitié du 14e siècle. Et ensuite, dernière chose, le cadran solaire. Alors lui, il date de 1711, donc c'est plus récent. Et il se situe au numéro 44 de la Grand Rue. Oui, on est passé par la Grande Rue. La Grande Rue, c'est la rue principale. Oui, comme dans tous les villages. Et il fut rénové en 1959, donc très récent. Puis en 1977, donc c'est très récemment, ils ont rénové. Et apparemment, ce serait l'un des cadrans solaires les plus beaux du pays. Waouh, donc incroyable. Et en fait, donc il y a un large ruban qui, aux extrémités qui sont enroulées, qui a les initiales JG et le texte latin Sicut Umbra Fugit Vita et Fecit Anno, et en gros écrit en chiffres romains 1711. Et ça veut dire comme une ombre fuit la vie, fait en l'an 1711. C'est écrit dessus. Et en fait, donc ça indique les heures, les demi-heures, les quarts d'heure, les changements de saison, la position du soleil dans le zodiaque. À quelques jours près, ça donne la date de l'année, ainsi que l'heure de lever et de coucher du soleil. Donc t'as tout, pas besoin d'une montre en fait. Si tu veux pas voir le cadran solaire, c'est bon. Si t'arrives à lire. C'est génial. Faut le comprendre d'abord, mais du coup. Et t'avais dit qu'en fait, depuis qu'il a été construit, il avait genre quelques secondes de retard par rapport à. C'est ça ? Quelques jours près par rapport à la date de l'année. C'est à quelques jours près, il peut te donner la date de l'année dans laquelle on est. Ok. Mais par contre, il te donne les heures, les demi-heures, les quarts d'heure. Là, c'est bon. Les heures, c'est bon.
à l'entrée de la ville, quand on débarque, il y a un énorme arbre qui nous accueille. Quelle est l'histoire de cet arbre ? Alors cet arbre, c'est un tilleul millénaire et c'est un des arbres les plus vieux du pays. Et quelle est son histoire ? Alors déjà au XIVe siècle, donc en les 1300, il y avait sous ce feuillage des fêtes populaires. Et le tronc, c'est un diamètre de 1,80 m. Je peux pas vérifier moi-même, mais voilà, c'est grand quoi. Voilà. C'est incroyable. Et, bon, aujourd'hui, il est un peu abîmé avec les intempéries et il y a eu un incendie criminel le 25 juin 1917. Mais sinon, apparemment, il fleurit d'année en année. Enfin, il est toujours là, donc il tient. Comme partout en Alsace, puisque c'est une région frontalière et qu'elle a vécu tous les changements de nationalité et tout ça. Est-ce que Bergheim a aussi souffert les conséquences de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale comme ailleurs Oui. Déjà, conséquences de la Première, du coup, il y a eu incendie criminel en 1917, donc je suppose pour le tilleul que c'était en rapport avec la Première Guerre mondiale. Enfin, juste comme ça, je suppose, vu la date. Et puis il y a eu la communauté juive, parce qu'avant, à Bergheim, jusqu'au 19e siècle, c'était la communauté juive une des plus importantes d'Alsace, ici. Et alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus que 2 familles juives. Et en fait, donc l'ancienne synagogue, elle a été détruite en 1840. D'abord, elle a été détruite en 1840 par un incendie. Et du coup, celle qu'il y a aujourd'hui, elle a été reconstruite au même emplacement que l'ancienne, reconstruite de 1860 à 1863. Et pendant l'occupation nazie, elle a eu des dégradations, mais elle est toujours là. Donc elle n'a pas été complètement détruite. Et d'ailleurs, c'est la seule synagogue d'Alsace qui est encore sur son emplacement d'origine. L'emplacement d'origine du XIVe siècle. Mais c'est assez étonnant qu'elle ait subi que des dégradations durant la période nazie, parce qu'on sait qu'il y a d'autres endroits où elle serait complètement détruite. Oui. Donc, mais elle est encore là. Et elle est très visitée par les Israélites en provenance de nombreux pays qui du coup viennent la voir, parce que comme dit, c'est la seule d'Alsace à être sur son emplacement d'origine. Et après, parce que bon, c'est pas tout, il y a donc ça s'appelle le Grasberg, qui s'est situé au-dessus des toits de la ville, et dedans il y a 5308 soldats allemands qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Et au début, les tombes elles étaient dispersées dans plus de 225 communes du Rhin. Et en 1970, ils ont décidé de recommencer à regrouper les tombes pour qu'il y ait un endroit en fait un peu commun pour mettre tous ces gens en fait. Et d'ailleurs, on ne sait pas si c'est des soldats allemands, si c'était vrai, s'il y avait des Alsaciens aussi dedans, mais c'est ça, parce qu'ils étaient allemands à l'époque. Ça, en fait, à l'époque, ils étaient allemands. Donc, est-ce que dedans, il doit certainement avoir des Alsaciens en fait, parce que comme ils étaient considérés comme soldats allemands, c'est sans doute ça. C'est sans doute aussi pour ça qu'en Alsace, ils ont décidé de faire ça, de regrouper tout le monde, parce qu'il doit certainement avoir des gens de chez nous. Voilà. Ouais. Et donc, il avait fallu 5 ans pour arriver entre le début du regroupement et l'achèvement du cimetière. Et ce qui a permis aussi de retrouver des disparus et de mettre des noms sur certaines victimes, puisque avant ils étaient morts, on ne savait pas qui c'était. Donc moi ça a permis aussi de mettre des noms sur certaines de ces victimes. On en a parlé dans l'introduction. Bergheim, elle est quand même connue pour quelque chose en particulier, c'est les sorcières. Oui. Il y a eu pas mal de procès de sorcellerie entre 1582 et 1683. Et en 1997, la Société d'histoire de Bergheim a décidé en fait de créer un lieu qui va retracer l'histoire de ces procès.
Et du coup, ça a été un lieu interactif et c'est plus une scénographie, il y a plus d'images que de texte. C'est plus créer une ambiance pour faire comprendre en fait et ouvert au grand public. Pour que les gens comprennent ce qui s'est passé et c'est une manière en fait d'interroger le passé pour comprendre le présent et mieux du coup mieux construire après son futur et porter aussi un regard sur l'exclusion et l'intolérance d'aujourd'hui, puisqu'on se rend compte que vous savez très bien que les sorcières, c'était pas des sorcières, c'était pas avec leur balai et leur petit chapeau pointu à faire des potions magiques. Et voilà, et du coup la maison des sorcières elle est divisée en deux parties. Il y a le rez-de-chaussée où là il y a une présentation de l'époque et du cadre historique, donc des 40 procès qu'il y a eu à Bergheim. Et après au premier étage là tu présentes les procès. Donc d'abord tu as le contexte historique et après on te montre voilà ce qui s'est passé. Là, les procès de sorcellerie, il y en a eu beaucoup en Alsace, dans la région, en Allemagne, enfin c'est un truc, il y en a eu à cette époque-là, il y en a eu partout dans le monde d'ailleurs des procès de sorcellerie, surtout dans ces régions de la France. Donc voilà. Et c'était des femmes qui avaient commis l'adultère, qui voulaient pas obéir à son mari, oui, ou alors c'était des fois des femmes peut-être seules qui n'étaient pas mariées justement. Oula. C'est filmé hein, donc c'est génial mais il fait plus beau ça. C'était des femmes seules ou alors je crois qu'ils viennent pour tondre la pelouse. Ah bah de toute façon on a fini un petit peu. Pas mal. J'ai une moto c'est attractive.